Claire Dumas le rappelait, les mois et les semaines passées nous ont rappelé avec vigueur que le changement climatique n'est pas qu'un enjeu de demain, c'est déjà une réalité qui s'impose à nous, en particulier au monde agricole. L'été 2020 a été le plus chaud enregistré en France, un été chaud et sec avec le nord-est du pays particulièrement touché par la sécheresse. Dans le sud-est, on a vu récemment les dégâts causés par des pluies torrentielles. Celui qui va parler beaucoup mieux que moi de ces phénomènes et les mettre en relief, c'est Patrick Josse. Bonjour Monsieur Josse, directeur de la climatologie et des services climatiques à Météo France, qui va Bonjour. maintenant, pendant une dizaine de minutes, nous poser le socle indispensable à nos réflexions de cette matinée. Patrick Josse, vous allez en fait nous donner un aperçu de l'état actuel des connaissances sur le changement climatique et puis esquisser quelques impacts que nous permettent déjà d'entrevoir les scénarios prospectifs. La parole est à vous, Monsieur Josse. Merci beaucoup, Justine. Alors, j'essaye de partager mon écran. Ça marchait tout à l'heure, mais c'est l'effet démo. Vous l'avez? C'est bon, on voit bien votre écran, oui. Parfait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. D'abord, merci aux organisateurs pour leur invitation aujourd'hui, même si la mission n'est pas forcément des plus simples, hein, à savoir dresser une sorte de petit panorama du diagnostic de changement climatique jusqu'à aujourd'hui, d'une part, en ouvrant sur les projections, le tout en une dizaine de minutes. Et donc, je ne perds pas de temps. Pardon. Voilà, vous devez voir ma première diapo, excusez-moi. Donc, un mot d'abord sur la notion même de diagnostic de changement climatique, quelques bonnes caractéristiques, et puis surtout son utilité pour le sujet finalement aujourd'hui, qui sont les réflexions et les actions autour de l'atténuation et de l'adaptation. Alors bien sûr, la réalité du changement climatique et son origine anthropique, la responsabilité humaine, c'est globalement partagé par tous. Cependant, c'est une réalité qui est souvent, ou qui peut parfois être exprimée de façon un peu trop générale, avec une petite illustration à droite. Alors ça vient du GIEC, donc il n'y a pas de question sur la source, mais voilà, on a une anomalie de température depuis le début du siècle sur le globe. Ça peut rester assez abstrait, même s'il s'agit de changements climatiques observés. Et ça amène un certain nombre de questions complètement légitimes, hein, et chez moi, et en fonction de mes périodes, saisons, de mes paramètres, voire des seuils d'intérêt spécifiques pour mon activité. Et donc, il est vraiment indispensable de documenter ce changement climatique vécu jusqu'à aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, savoir d'où on part, avoir un constat. Et puis, on va le voir, je vais essayer de l'illustrer en toute fin de présentation, de mettre en perspective les informations données par les projections climatiques. Alors en bref, en métropole, quelques mots sur ce qui est observé, ce qui est documenté depuis le début du siècle, ou en tout cas sur les dernières décennies. Sur les températures, je dirais qu'il y a assez peu de sujets, hein. Une hausse des températures moyennes à l'échelle de la métropole de l'ordre de 1,7 degré depuis 1900 et une accentuation sensible du réchauffement au cours des 3 dernières décennies, ce qu'on voit assez clairement, je crois, à droite, hein, sur ce graphique où depuis le milieu des années 80, on a une accélération vraiment très perceptible du réchauffement. Sur les autres paramètres, au premier rang desquels les précipitations, alors la tendance, hein, en termes de... Je ne vais pas présenter de graphique temporel moyenné à l'échelle de la France parce qu'on aurait assez peu de signal. Le signal de fond, il est faible et il est faible au regard de la variabilité interannuelle. En revanche, quand on regarde un petit peu plus près, en bas, on a quand même un certain signal géographique avec une tendance faible à l'augmentation des précipitations plutôt sur le nord du pays et la tendance inverse sur le sud. Je vais l'illustrer un petit peu mieux juste après. Pardon. La résultante de ces aspects de température et précipitation, et peut-être plus de l'aspect température d'ailleurs, c'est l'impact sur la sécheresse, hein, un assèchement du sol en toute saison et une accentuation de l'intensité des périodes de sécheresse. Quelques mots sur les phénomènes extrêmes qui ont été évoqués aussi tout à l'heure, hein, une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur et puis aussi de l'emprise sur l'année, on en aura plus tôt dans l'année et plus tard. Des pluies extrêmes plus intenses et plus fréquentes sur le sud-est du pays, ça c'est ce qui est documenté jusqu'à aujourd'hui, mais on pourra avoir la même tendance à l'augmentation sur l'ensemble du territoire. Et puis, pas de tendance marquée, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, sur la fréquence et l'intensité des tempêtes. Petit zoom sur les précipitations, avec ici ce contraste nord-sud que je vais essayer de préciser un petit peu. Donc vous avez Lille en haut à droite et Nice
en bas à gauche. Donc ça, c'est des observations, hein, c'est des séries météorologiques. Alors, la variabilité, c'est cette alternance d'années plus sèches et plus humides que la référence en termes de précipitations, avec quand même, alors on le voit un petit peu sur l'île, une certaine tendance, là aussi depuis le milieu des années 80, à avoir quand même plus d'années plus humides et donc une tendance à l'augmentation du cumul annuel de précipitations. Pour Nice, on a un petit peu la tendance inverse, avec malgré tout, encore une fois, la variabilité interannuelle qui domine. En bas à droite, même graphique, d'ailleurs, c'est pas sans rapport avec Nice, mais là, c'est pas la même grandeur qui est représentée, c'est l'intensité des pluies extrêmes en région méditerranéenne, avec là aussi une tendance au renforcement avec l'accélération du changement climatique sur les 3 dernières décennies ou à peu près. Un mot sur les vagues de chaleur que j'ai déjà évoquées. Alors ce graphe, peut-être l'expliquer un petit peu, il est moins immédiat qu'une série temporelle. Vous avez ici un recensement de toutes les vagues de chaleur observées depuis 1947. Chaque bulle, hein, on appelle ça un diagramme à bulles, et représente un épisode, avec 2003, que vous avez ici, qui est bien sûr encore dans toutes les mémoires. Alors, sur l'axe horizontal, c'est la durée de l'épisode. Sur l'axe vertical, c'est le pic de température moyenne quotidienne atteint pendant l'épisode. Et la taille de la bulle, vous voyez qu'il y en a qui sont plus grosses que d'autres, c'est la quantité de chaleur accumulée pendant la canicule. Et c'est un indicateur qui est pensé au premier ordre pour la santé et c'est un bon proxy de l'impact de l'épisode sur les organismes. Ce qu'il faut voir sur ce diagramme, c'est qu'il y a beaucoup plus de bulles jaunes que de bulles grises, alors qu'elles représentent la population sur 2 périodes de 30 ans, avant 1984 et après 1984. Donc on a, si vous voulez compter, environ 4 fois plus de vagues de chaleur sur les 30 dernières années par rapport aux 30 années précédentes, ce qui est évidemment un signe aussi du changement climatique en cours. Sur la notion d'humidité des sols superficiels, hein, on ne parle pas complètement de ressources en eau, là on est sur l'humidité des premiers mètres. Trois façons de représenter les choses ici. En haut à gauche, un cycle annuel d'humidité des sols. Alors il y a plusieurs courbes qui représentent des choses différentes. La courbe bleue et la courbe marron, c'est respectivement les records humides et secs de chaque décade de l'année. Donc l'enveloppe entre ces deux courbes, c'est le champ des possibles depuis 1947. La courbe orange, c'est ce qu'on appelle une normale météorologique, c'est la moyenne trentenaire sur 1961-1990 pour la courbe orange et décalé de 10 ans, 1980-2010 pour la courbe verte. Et en tout début d'année prochaine, on aura une troisième qui seront les nouvelles normales 1991-2020. Alors, la courbe verte est un peu plus basse, hein, ça peut sembler faible, donc ça montre quand même un assèchement, ça veut dire qu'à chaque moment de l'année, l'état moyen des sols est un peu plus sec. Mais je vous invite à regarder la flèche rouge, qui est une autre manière de voir les choses. On n'est pas en variation de niveau d'humidité, mais en extension de la période pendant laquelle on est en dessous d'un seuil d'humidité ou de sécheresse, en l'occurrence, des sols. Donc là, on a un accroissement d'une quinzaine de jours et c'est une tendance qui, on va le voir, va continuer ou devrait continuer au moins dans les décennies qui viennent. De façon un peu plus intense, l'exposition à la sécheresse. Donc là, on prend la surface qui est sous un niveau d'humidité donné. Là aussi, de la variabilité interannuelle avec des années plus sèches que d'autres, mais la courbe Bordeaux qui est une moyenne glissante sur 11 ans, qui marque clairement une tendance à l'augmentation. Et puis enfin, d'intérêt assez direct aujourd'hui, je crois, en bas à gauche, un calcul d'évapotranspiration potentielle, là aussi depuis la fin des années 60, avec une tendance à l'augmentation qui est assez clairement représentée ici. Si on va un cran plus loin, et je voudrais illustrer ça par une démarche en cours, depuis quelques années maintenant, mais qui se poursuit entre le réseau des chambres d'agriculture et Météo France, avec la mise en place d'observatoires Oracle, observatoires régionaux agriculture et changement climatique, dont Météo France est partenaire. L'idée, c'est d'aller un cran plus loin que du diagnostic sur des paramètres météorologiques, atmosphériques, en les combinant, en incorporant du savoir-faire métier en provenance de la filière agricole, pour avoir une évolution d'indicateurs vraiment spécifiques, parlants et directement opérationnels. Alors ici, j'en ai choisi 2 issus d'Oracle Poitou-Charentes, avec le nombre de jours échaudants à gauche en rouge et l'évolution de la date de reprise de la végétation
pour la Prairie, je crois, à droite, pour 2 stations Poitou-Charentes, avec là aussi une tendance qui est d'ores et déjà observable sur la période d'études depuis les années 50. Enfin, je vous l'avais préannoncé en tout début, finalement, ces indicateurs, que ce soit les indicateurs purement climatiques ou les indicateurs plus métiers, plus opérationnels, eh ben, on peut les décliner sur les projections climatiques comme on l'a fait sur les observations météorologiques, et puis aussi et surtout essayer de combiner les deux pour mettre en perspective le changement attendu par rapport au changement vécu jusqu'ici. Donc en haut à gauche, peut-être pour illustrer ce principe, grosso modo, vous avez les mêmes bâtonnets rouges et bleus que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure pour le réchauffement observé jusqu'à aujourd'hui, et on les enchaîne jusqu'à la fin du siècle avec l'évolution attendue donnée par différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est les notions d'atténuation et d'adaptation qui se rejoignent. Le pinceau violet, c'est une évolution sans politique climatique. C'est le scénario du laisser-faire, le scénario balistique, si vous voulez. Et puis le pinceau orange, c'est un scénario plus engagé, pas tout à fait aussi ambitieux que l'accord de Paris, mais peut-être un petit peu plus réaliste, malheureusement, aujourd'hui. Donc, on voit sur ce type de diagramme que l'évolution de la température moyenne en fin de siècle, elle pourrait, dans le scénario défavorable, pessimiste, être sans commune mesure avec ce qu'on a connu jusqu'ici. À droite, on retrouve finalement la faiblesse du signal de changement sur les précipitations. On a la même chose dans les projections. Ici, c'est sur la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a une très légère tendance à l'augmentation des précipitations, mais rien de comparable à ce qu'on a pour les températures. En bas à gauche, les vagues de chaleur, où là, on regarde les épisodes simulés par les projections climatiques. Et je vous montre juste une chose. Alors, je vais essayer de bien centrer mon pointeur. Ici, cette petite bulle jaune qui est à moitié cachée, c'est 2003, qui sortait complètement du lot dans l'inventaire de canicules observées depuis 1947 et qui devient quelque chose d'assez commun en fin de siècle dans le scénario du laisser-faire. Hein, les bulles rouges, ça correspond au pinceau violet sur les diagrammes du haut. Et puis à droite, on retrouve ce diagramme de cycle annuel d'humidité du sol avec une normale projetée en fin de siècle, c'est la courbe violette. Et ce qui apparaît clairement, c'est qu'elle se superpose, ou à peu près, au record sec connu jusqu'ici. Donc les conditions les plus sèches connues jusqu'ici depuis 1947 pourraient devenir les conditions normales, les conditions moyennes en fin de siècle, dans un scénario sans maîtrise de gaz à effet de serre. Très vite, même chose, on peut calculer aussi une date de reprise de la végétation pour la prairie à partir de projections climatiques et la cartographier avec ici, entre une période de référence 76-2005 et, alors c'est pas 1971-2100, c'est 2071-2100, une anticipation de 15 à 30 jours. Et pour finir, pour aller plus loin et peut-être lever une partie de la frustration, parce que j'ai bien conscience d'être allé très vite et puis d'avoir dû faire des choix dans ce que je vous ai présenté, deux sites qui sont accessibles de façon totalement libre et gratuite, Climat HD et Drias, les futurs du climat, dont sont extraits la plupart des graphiques que je vous ai présentés. Et il me reste quelques secondes pour vous remercier pour votre attention et rendre le partage d'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick Josse et merci pour cet effort de synthèse. Identifier, modéliser, quantifier les impacts du changement climatique, c'est une étape indispensable pour définir des stratégies d'adaptation. C'est ce qui ressortait de l'étude Explore 2070 qui a été menée en 2010 et 2012 sur les milieux aquatiques et la ressource en eau. Mais au fond, que permettent vraiment ces exercices prospectifs? On va en parler tout de suite avec Charles Perrin, qui est chercheur en hydrologie à l'INRAE et qui a participé au projet Explore 2070. Bonjour Monsieur Perrin, est-ce que vous êtes connecté? Bonjour. Bonjour, vous êtes là. Alors Explore 2070, ça ne parle pas forcément à tout le monde. De quoi s'agissait-il et surtout quels grands résultats sont sortis de ce travail de recherche? Alors, je mets en place mon partage d'écran, excusez-moi. Vous voyez bien mon écran? C'est bon, on voit votre écran, oui. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, le projet Explore 2070, en fait, était un projet lancé par le ministère de l'écologie qui avait pour objectif de dresser une synthèse en fait, des impacts des changements climatiques sur l'eau à l'échelle nationale.
À l'époque, c'était la première initiative de ce type. Il y avait eu des études prospectives faites à des échelles plus locales en France, mais à cette échelle-là, c'était la première. Donc l'objectif du ministère, c'était d'essayer d'avoir une vue d'ensemble de ce que voulait dire l'adaptation à cette échelle-là, d'essayer de dégager des coûts. Donc la structure du projet est celle que vous voyez sur l'illustration. Il y avait 4 lots thématiques sur l'hydrologie souterraine, l'hydrologie de surface, le littoral et puis les écosystèmes aquatiques. Il y avait eu un travail aussi de prospective socio-économique et démographique. Tout ça avait été rentré dans un système d'intégration, hein, pour croiser les différentes informations produites par ces lots thématiques. Et au final, il y avait eu une évaluation des coûts de l'adaptation et des stratégies possibles. Alors, moi, je vais juste vous parler aujourd'hui des aspects hydrologie de surface et hydrologie souterraine brièvement. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que derrière ce travail, il y avait des chaînes de modélisation qui ont été mises en place, donc qui partaient des modèles de climat là, dont a parlé Patrick Jost juste avant, qui étaient chargés de faire des projections à des échelles donc utilisables par les hydrologues. Ensuite, les hydrologues font rentrer ça dans des représentations du bassin versant, la façon dont les forçages climatiques en termes de température et de précipitation vont aboutir à des débits dans les rivières. Et ensuite, on avait une vue d'ensemble à l'échelle nationale sur environ 500 points pour quantifier les évolutions de débit dans les rivières. Donc, cette chaîne de modélisation permettait d'avoir en chaque point 14 projections hydrologiques et donc de quantifier les incertitudes associées à ces évolutions puisque bah, il y a quand même beaucoup d'hypothèses qui sont faites et d'incertitudes sur les projections futures. Donc, le travail a été de comparer l'état des rivières au milieu du XXIe siècle par rapport à une période de référence qui était 1961-1990. Alors, je vous présente 3 résultats. Le premier, c'est l'évolution des débits moyens sur cette carte. Donc, quand les triangles sont vers le bas et en couleur chaude, c'est que vous avez une diminution du débit moyen. Quand ils sont vers le haut, avec des couleurs froides, c'est qu'il y a une augmentation du débit moyen. Et en fait, le constat a été assez uniforme, hein, sur l'ensemble du territoire, avec des baisses très prononcées du débit. Alors la taille des triangles correspond à la convergence des projections hydrologiques qui étaient faites. Donc plus les triangles sont importants, plus les projections étaient d'accord entre elles. Et donc vous voyez qu'il ressort 2 zones, avec des débits, enfin des diminutions de débit qui sont plus importantes qu'ailleurs. L'Adour et la Garonne, hein, dans le sud-ouest de la France, et puis le bassin parisien où vous avez des tendances qui peuvent aller jusqu'à une baisse de plus de 40 %. Voilà, donc cette vision nationale sur l'évolution des débits était assez inquiétante pour les gestionnaires de l'eau. Encore plus inquiétant était l'évolution des débits d'étiage, donc ces périodes de basse eau à la fin de l'été dans nos rivières, où vous voyez qu'en fait les couleurs sont encore plus chaudes que précédemment, donc avec des diminutions très marquées des débits d'étiage. Alors avec par endroits des plus fortes incertitudes que sur le débit moyen, mais c'était assez frappant de voir que globalement, on pouvait s'attendre à ce que les débits d'étiage soient plus bas en fait que ce qu'ils étaient dans les années passées. Ensuite, il y a eu des travaux qui ont été faits sur l'hydrologie souterraine pour essayer de quantifier sur les grandes nappes françaises l'évolution du niveau piézométrique. Je vous donne 2 exemples ici sur le bassin parisien, avec à gauche la nappe de calcaire de Beauce et puis à droite la nappe de la Craie. Donc les couleurs, vous voyez comment correspondent à des diminutions de débit, des diminutions de hauteur piézométrique, pardon, et puis plus la couleur est chaude, plus l'intensité de la baisse est importante. Donc ce qu'on constate en fait, c'est qu'il y a des baisses piézométriques qui peuvent être très sensibles, notamment sur les zones de plateau. Alors c'est moins marqué en zone de vallée, mais sur les zones de plateau, on a des baisses piézométriques qui peuvent aller jusqu'à plus de 5 mètres. Et ça, en fait, ce constat est valable pour l'ensemble du territoire français. Donc voilà, donc ça c'était l'ensemble des exemples de résultats qui ont été produits par ce projet et qui donnaient cette vision assez inquiétante de l'évolution de la ressource en eau à l'échelle du milieu de siècle. Et alors, est-ce que ces résultats ont pu donner lieu à une appropriation par les acteurs de l'eau, peut-être par le secteur agricole? Qu'est-ce qui s'est passé après à Explore 2070?
Alors déjà dans le projet, en fait, cette action de recherche était une action mise en place par le plan national d'adaptation au changement climatique, hein, qui dépend du ministère de l'écologie. L'objectif était d'améliorer les connaissances et au cours du projet, il y a eu une interaction avec les acteurs de l'eau, donc des acteurs locaux, des acteurs nationaux, les agences de l'eau, les DREAL, les EPTB, etc. euh, qui ont suivi je dirais l'apparition des résultats tout au cours du projet, avec ces résultats que je te disais, qui étaient assez alarmants, hein, sur d'autres aspects aussi, hein, le retrait du trait de côte, les questions d'évolution de la biodiversité. Donc il y a eu une appropriation de la démarche et des résultats tout au cours de l'étude, ce qui a aussi facilité la production d'indicateurs qui étaient utiles pour ces acteurs de l'eau. Donc en 2013, il y a eu un colloque qui a été organisé, où il y a eu beaucoup d'acteurs de l'eau qui étaient présents et qui ont pu s'intéresser donc à ces résultats. Le projet a aussi souligné la difficulté de définir à cette échelle nationale des stratégies d'adaptation, hein, puisqu'il y a toujours des spécificités locales qui sont importantes dans la mise en place des stratégies. Et donc, il y a eu des réflexions sur l'implication de secteurs, notamment agricoles et énergétiques, dans la démarche. Alors après le projet, je dirais les résultats ont été diffusés progressivement dans la communauté. Des synthèses ont été faites en 2017 par le ministère et puis plus récemment par INRAE sur comment ces résultats avaient été utilisés par les acteurs de l'eau. Globalement, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu quand même un effet de sensibilisation assez fort et la vision nationale qui était proposée par le projet a été très porteuse en fait, grâce à l'homogénéité des résultats qu'elle proposait, a été très porteuse pour que les acteurs puissent s'en saisir. Le fait d'avoir quantifié les incertitudes était aussi utile puisque bah, pour la prise de décision, connaître les incertitudes sur les projections était très utile. Ensuite, il y a eu des synergies avec pas mal de projets qui ont été mis en place après, des stratégies d'adaptation qui ont été définies à des échelles plus locales et qui ont utilisé les résultats du projet. Bon, il y a eu aussi quelques freins, hein, puisque bah, à la suite du projet, il a manqué peut-être la mise à disposition de certains résultats. Il y a pas eu de site web dédié pendant plusieurs années. Maintenant, il en existe un sur le site de l'Office français de la biodiversité, mais ça n'a pas été le cas toujours. Donc, il y a peut-être eu un défaut de communication aussi. Mais voilà, donc il y a eu une appropriation qui aurait pu être plus importante, mais il y a quand même eu des résultats qui ont été largement utilisés. Le projet de recherche en tant que tel, c'était 2010-2012, je l'ai dit en introduction, ça fait presque une décennie maintenant. On peut se demander, et depuis, et surtout, et maintenant, est-ce que Explore 2070 a encore des perspectives? Comment aller plus loin dans ce travail entamé il y a presque 10 ans, hein? Alors effectivement, depuis 2010-2012, il y a pas mal de temps qui a passé. Je vous montre sur cette frise chronologique, les initiatives et les projets de recherche qui ont été menés, à des échelles, locales, les plans d'adaptation qui ont été mis en place par les différentes agences de l'eau. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'études qui ont été faites. On a gagné en connaissances, on a gagné aussi je dirais, en mise en place de stratégies pour faire face au changement climatique, avec donc des stratégies d'adaptation qui favorisent aussi l'atténuation, hein, comme ça a été précisé en introduction de la journée. Donc il y a eu de nombreuses initiatives et je pense qu'il y a vraiment une amplification de l'appropriation de cette question au niveau des territoires. Alors la question que vous posez est tout à fait pertinente. Elle a été posée par les acteurs de l'eau, hein, qui se demandent aujourd'hui: «Est-ce que les résultats d'Explore 2070 sont encore pertinents? Est-ce qu'ils sont encore valides?» Donc il y a un souhait qui est remonté des acteurs dans les entretiens qui ont été menés ces dernières années sur le fait d'actualiser ces résultats avec les derniers résultats du groupe d'experts sur le climat. Donc il y a des projections qui vont être de nouvelles projections qui vont bientôt être produites. Il y a eu aussi mise en lumière de la nécessité de
de produire des nouveaux indicateurs qui sont plus pertinents à l'échelle locale, avec des échelles de temps et d'espace qui sont plus intéressantes pour les acteurs. Patrick Josse parlait des sécheresses, hein, il y a une vraie préoccupation sur les extrêmes hydroclimatiques. Donc il y a des vrais besoins là-dessus. Et puis un besoin de diffusion. Donc Patrick Josse parlait des portails Drias par exemple ou HD qui sont des vrais outils pour les partenaires, pour leur mettre à disposition les informations dont ils ont besoin. Donc il y a une réflexion actuellement au ministère de l'écologie pour faire partir un nouveau projet Explore 2070 en fait, qui s'appellera EPIC, donc dont la coordination scientifique est assurée par un collègue de Lyon. Et donc il est prévu que le démarrage de ce projet l'an prochain pour une durée a priori de 3 ans. Donc on aura d'ici quelques années des projections actualisées des impacts des changements climatiques sur la ressource en eau en France. Merci beaucoup, Charles Perrin, et c'est